Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va échanger avec une personne avec qui j'ai été mise en relation par Simon Chaussande de Wade School. D'ailleurs, on en reparlera. Je me réserve un petit peu aussi le meilleur moment pour pouvoir interviewer Simon et toute son équipe qui nous prépare une école de commerce de haut niveau spécialement pour les sportifs et les artistes, donc les gens un peu comme nous, en marge. Voilà. Enfin bref, notre invité aujourd'hui, c'est Mathieu Vialard, qui est un petit peu dans la même lignée qu'un invité précédent que j'ai eu, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est un investisseur. Mathieu est aussi un investisseur dans les startups. Il fait aussi le monde de demain, et puis il est aussi sportif, très grand sportif, et justement en off, on débriefait un petit peu de son trail de ce week-end. Bref, je suis très heureux de saluer Mathieu Vialard. Salut Mathieu. Salut Armano, merci pour l'invitation, ravi d'être ici, et un grand merci à Simon pour la mise en relation. Yes, c'est marrant, j'ai rencontré Simon il y a quelques temps et la première chose qu'il m'a dit c'est il faut que tu parles avec Mathieu, franchement vous avez plein d'atomes crochus et puis il fait du sport. Je dis écoute, vas-y balance avec plaisir. Et puis voilà, on a mis un peu de temps à se trouver, tu recevais pas mes messages, je recevais pas les tiens, c'était bizarre, on était dans un monde parallèle, mais finalement on a réussi, on s'est parlé et puis encore aujourd'hui on se parle, on enregistre. Mathieu, tout simplement, puisque tu seras bien mieux placé que moi pour le faire, je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Mathieu Vialard. Et tu choisis l'angle que tu veux, l'angle sportif, professionnel, mari, comme tu veux. Le micro est à toi. Merci. Écoute, en 2 mots, donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans. J'ai cofondé un fonds d'investissement qui s'appelle Accéléo Capital, qui est donc une société de gestion qui gère des fonds. Et donc, notre métier, c'est 2 choses. Première chose, c'est de monter des fonds. Donc, on va voir des personnes qui ont beaucoup d'argent, des banques, des investisseurs institutionnels, l'État. On monte ces fonds d'investissement et ensuite, on les investit au capital de startups innovantes. Dans ce cadre-là,
On investit dans des sociétés très technologiques, très souvent autour de la data, la cybersécurité, la fintech ou l'innovation dans la construction et l'immobilier. On a à peu près 200 millions d'euros sous gestion. On gère, on a un portefeuille de 45 startups en France et en Europe. Donc ça, c'est sur la partie pro. Je pense que si tu as eu Jean, tu vois à peu près comment fonctionne ce métier-là. Ouais, et puis D'ailleurs, pour le coup, on est à peu près sur les mêmes thèses d'investissement, sur les mêmes stades de maturité. On regarde des sociétés très jeunes, très technologiques, avec des dirigeants d'excellente qualité, ambitieux. D'ailleurs, on co-investit assez souvent avec Kima. Donc voilà. Ouais, Kima, qui est le véhicule d'investissement de Xavier Niel que dirige Jean de la Roche-Brochard. Et puis effectivement, je vois un peu comment ça marche parce que j'ai fait 16 ans dans la banque et en particulier dans les fonds d'investissement. Mais on pourra redétailler un petit peu pour les auditeurs que ça intéresse. On pourra rapidement revenir là-dessus. Et puis... tu parles de cybersécurité, de data, etc. Tu sais que c'est ma spécialité dans le cabinet de recrutement dans lequel je suis associé parce que je ne fais pas que du podcast. Donc voilà, à bon entendeur pour toi, mais aussi pour Jean et aussi pour tous les autres. Si vous cherchez des recruteurs, n'hésitez pas, on est là. Pensez à nous, n'est-ce pas Mathieu? C'est bien noté. On cherche toujours des recruteurs parce qu'on a toujours besoin en fait, de profils de qualité dans nos startups. Je crois que c'est un des plus gros pain points en fait, de nos sociétés, c'est d'arriver à trouver des bons profils pour compléter les équipes. Parce que ce qui fait la différence clairement dans notre métier, c'est la qualité de l'équipe. Oui, parce que on dit souvent que les fonds qui investissent en early stage, en seed, en pré-seed, c'est des mots un petit peu techniques pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, quasiment au début de la fondation de la société, de la création de la société, vous investissez plus sur des personnes, alors évidemment sur un projet, sur une idée, mais aussi sur une équipe. Et après, l'équipe, il faut l'étoffer une fois que vous avez investi. Et les moyens que vous investissez, les moyens que vous donnez à ces sociétés-là servent aussi à étoffer les équipes, non ? Absolument. Nous, lorsqu'on rentre au capital d'une société, elle a très souvent moins de 5 personnes et peu ou pas de chiffre d'affaires. Donc, dans la phase d'analyse, pour savoir si cette société est meilleure qu'une autre, on va passer 80% du temps pour jauger l'équipe, c'est-à-dire son track record, ce que ces personnes ont réalisé par le passé, leur capacité à réaliser avec succès les différentes étapes de leur projet et leur capacité à s'entourer parce que une société qui se développe et qui va dépasser 100, 200 ou 300 personnes, ce sont des dirigeants qui ont cette capacité à la fois avoir l'humilité de se dire en fait il va falloir que j'ai de l'aide dans tel et tel aspect, il va falloir que je recrute meilleur que moi sur des aspects sales and marketing, sur des aspects produits, sur des aspects technologiques et surtout qui passent du temps en fait pour gérer cette partie organisationnelle. Ça, c'est un élément clé pour nous. Et donc, notre travail est en grande partie sur l'ensemble de ces signaux faibles en fait pour jauger une équipe parce qu'on n'a pas de bilan en fait sur lesquels on peut se poser comme certains fonds qui investissent en capital développement ou comme certains banquiers qui prêtent de l'argent. C'est pas du tout notre cas. Donc nous on va regarder le futur et on va regarder la qualité de l'équipe. Ouais, donc c'est à mettre en opposition ce que vous faites avec le capital développement. Vous faites du capital risque, du private equity comme on appelle ça. Absolument, c'est exactement ça, capital risque ou venture capital qui est un peu le nouveau nom qui est beaucoup plus stylé en fait. Capital risque, c'était pour ceux qui faisaient ça avant 2005. Moi je suis vieux, hein. Je suis plus vieux que toi, donc voilà. Donc voilà ce que je fais d'un point de vue professionnel. Bon alors très rapidement, hein, parce qu'on a commencé à planter le décor, est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur ce métier-là? On ne va pas y passer l'épisode, mais histoire de planter le décor, de connaître qui est la personne. Donc on a compris, tu es le fondateur de ce fonds, Axeléo Capital. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait un fonds finalement? Ça, tu l'as dit, vous allez récupérer de l'argent auprès de gens très fortunés, des entreprises, des institutionnels, l'État parfois. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? C'est pas pour vous le mettre dans la poche. On aimerait bien, mais on peut le faire qu'une seule fois et il faut qu'on court très vite. C'est même pas courir longtemps en plus, c'est courir vite. Et il y en a qui ont essayé, hein. Je pense à Madoff, il a eu beau courir vite. Exact, ouais, ça s'est mal terminé. Non, plus sérieusement, on utilise cet argent pour investir au capital de start-up. Donc la deuxième partie de notre métier, c'est de choisir les meilleures startups dans nos thèses d'investissement. Donc les thèses les secteurs en fait que j'ai présentés tout à l'heure.
Et donc, tout le travail de notre équipe, on a aujourd'hui une douzaine de personnes dans l'équipe, principalement basées sur Paris, ça va être d'analyser les dossiers, d'aller chercher d'ailleurs les dossiers, les meilleurs dirigeants qui créent leur boîte pour les accompagner à la fois sur la partie financière, mais également d'un point de vue réseau, puisque l'avantage, c'est que nous, on a constitué un réseau d'entrepreneurs investisseurs, c'est-à-dire que les personnes qui mettent de l'argent chez nous sont très souvent des entrepreneurs, des banques, BPI France également, et ils ont, en tout cas, ces entrepreneurs ont un certain réseau, un certain track record dans le domaine du logiciel qui vont mettre à profit des startups de notre portefeuille. Et donc, à un moment ou à un autre, le fait de pouvoir accompagner une startup sur des sujets un peu clés, sur la partie commerciale, sur la partie structuration d'équipe, sur le développement international, ça apporte autre chose que simplement de l'argent. Et donc, on voit à peu près entre 3 et 4 000 startups par an et on en sélectionne une dizaine. Donc, en fait, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, on est sur un métier où, dans 99% des cas, on dit non. Ce qui crée en fait pas mal de déceptions parce qu'on passe du temps avec des dirigeants, on discute avec eux, on creuse certains sujets et à un moment donné, et très souvent assez vite en fait, parce que notre problématique, c'est le temps, on leur dit non, désolé, on ne pourra pas faire. Certaines fois, c'est pour des considérations objectives, parce qu'on ne croit pas au marché, parce qu'on pense que l'accès au marché va être compliqué, parce qu'on pense que le temps de développement produit va être plus long que ce que nous explique le dirigeant, donc on n'investira pas, ou alors certaines fois parce qu'on pense que la qualité de l'équipe n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est assez dur, parce que c'est très subjectif, en fait, comme sentiment, et donc on va expliquer à un entrepreneur qui met corps et âme en fait pour développer sa boîte qu'en fait nous on pense, d'ailleurs on va pas trop lui expliquer non plus parce qu'on pourrait avoir des problèmes, mais on arrête en tout cas les discussions parce qu'on pense que ça va pas aller assez vite avec cette équipe de management. Alors j'ai deux questions par rapport à ça. Un, tu nous disais que vous allez chercher les dossiers. Comment est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que ce sont les dossiers, enfin en tout cas les porteurs de projets qui viennent à vous et puis vous les sélectionnez, ou est-ce que c'est même vous qui faites une certaine forme de veille sur les réseaux, dans la presse, etc. Et puis vous allez contacter des dirigeants d'entreprise, des fondateurs, en leur disant, voilà, moi j'ai un véhicule d'investissement, est-ce que ça t'intéresserait que j'apporte? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, tu parles éventuellement de ne pas suivre sur un dossier parce que vous ne croyez pas forcément dans l'équipe. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous discutiez avec une dirigeante, un dirigeant, et que vous lui disiez, bah, écoute, sur l'équipe de 3 personnes que vous êtes, pourquoi pas aller avec toi, mais peut-être pas avec les 2 autres, peut-être avec 2, mais pas avec les 3? Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos thèses d'investissement? Alors, je réponds à la première partie de la question d'abord. On a deux sources de deal flow. En effet, c'est celle que tu as mentionnée, à savoir la première, le deal flow naturel, c'est-à-dire des personnes qui nous contactent ou qui sont apportées par notre réseau ou d'investisseurs, donc ceux qui investissent dans nos fonds, ou alors de co-investisseurs, ceux qui investissent à nos côtés, typiquement Kima et Jean. Et on a quelques dossiers qui viennent de Jean, d'Alexis, par exemple. D'autres co-investisseurs, bien évidemment, avec qui on a l'habitude de travailler. Donc ça, pour nous, c'est très souvent un deal flow qualifié, puisque lorsqu'un co-investisseur partage une opportunité d'investissement avec toi, c'est généralement quelque chose que tu regardes avec attention. Et l'autre partie, c'est en effet d'aller chasser, entre guillemets, nous-mêmes, les nouveaux projets qui se lancent et d'avoir une capacité à, je dirais, contacter directement un entrepreneur, parce que c'est assez simple en fait. Aujourd'hui, lorsque un entrepreneur veut lancer un nouveau projet, il modifie son statut LinkedIn et il fait d'abord une nouvelle page LinkedIn sur sa société avant de créer un site web. Et donc, c'est assez simple en fait techniquement d'avoir une remontée de tous les nouveaux deals qui devraient se créer et sortir dans une thématique spécifique. Et on a des personnes au sein de l'équipe qui contactent directement en disant « Coucou, on est Axelo Capital, on fait des choses super sympas, est-ce que vous voulez discuter avec nous ?» Et une fois que là, tu as pris contact, généralement, tu arrives au moment où ils sont en train de réfléchir à une éventuelle levée de fonds et nous, on peut commencer à engager la discussion. Certaines fois, les boîtes ne sont pas prêtes, donc on se dit réservons la discussion pour dans
2, 3, 4 mois lorsque vous aurez constitué votre équipe, réfléchi sur ce que vous voulez vraiment faire. Ou alors, sinon, on peut engager la discussion dès maintenant. Ok. Ça, c'est sur ta première partie de question. Et sur le fait, est-ce qu'on a déjà dit la vérité lorsqu'on avait en face de nous des dirigeants ou une partie de l'équipe dirigeante que l'on ne pensait pas au niveau? Oui, je l'ai fait une fois. Et ça m'a coûté un peu cher parce que il se trouve que l'autre cofondateur l'a su. En fait, il se trouve que j'avais dit à une cofondatrice, en l'occurrence, que j'adorais en fait son drive, sa capacité à gérer la société, sa vision, mais j'avais vraiment des doutes sur son cofondateur. Et elle lui avait dit, et lui avait très mal pris le sujet, donc on n'avait pas pu avancer malheureusement, mais il était assez énervé, et je le comprends. J'ai essayé une fois, tu vois, d'être vraiment à cœur ouvert et dire désolé, ce qui m'embête, c'est ton cofondateur. Et ça m'a pris tellement d'énergie et un peu de peine aussi. Et je déteste faire de la peine aux gens. Donc maintenant, on essaye peut-être de trouver d'autres raisons, même si certaines fois la qualité de l'équipe n'est pas au rendez-vous. Bon, vous le savez, du coup, chers auditrices, chers auditeurs, si vous écoutez cet épisode et si Axeléo vous dit non, creusez. Et voire même, allez-y au culot, quoi. C'est moi, c'est l'équipe, c'est le projet, c'est le time to market. C'est quoi, Mathieu ? Dis-moi la vérité, je te promets, je ne le dirai pas aux autres. Bon, mais voilà, j'ai fait une petite digression, 10 minutes d'aparté, mais c'était, je pense, nécessaire et important pour pouvoir planter le décor, savoir qui on a de l'autre côté du micro. Et puis tu as dit une chose qui me plaît beaucoup, c'est que tu n'aimes pas faire de la peine aux gens. Et voilà, on rebondit un peu sur des valeurs sportives. Donc là, on a parlé de toi, Mathieu Vialard, le professionnel, l'investisseur, le patron de fonds d'investissement. J'aimerais que tu me parles de Mathieu, le sportif. Alors Mathieu le sportif, c'est quelqu'un qui fait un peu de trail ou un peu beaucoup de trail. Avec le trail, on ne sait jamais en fait, parce que tu peux faire un trail de 10 bornes et tu peux faire un trail de 180 bornes. Tu ne sais jamais si c'est un peu, pas beaucoup. Exactement. Mais ça fait 6 ans en fait que je fais du trail et j'ai commencé comme tout le monde en fait à faire de la course à pied. Et j'ai fait 10 km, puis un semi-marathon. J'étais content d'avoir ma médaille. Et à un moment donné, j'ai eu la volonté de sortir de la route. Parce que je trouvais ça un peu long, un peu pénible. Et en fait, je trouve que quand tu cours sur la route, le seul truc que tu regardes, c'est ta montre et ton rythme. Et je trouve ça hyper boring, quoi. J'ai fait un marathon. Alors, c'était super intéressant parce que c'était le Nice-Cannes et je le trouve magnifique. Mais ouais, ok, quoi. Alors, je pose ça quelque part parce que je pense que ça va en opposition avec ton métier justement de gestionnaire de fonds et d'analyse des données, etc. Mais ok, donc t'aimes pas regarder la montre, t'aimes pas être les yeux rivés sur un indicateur pendant que tu cours, tu es plutôt à la sensation, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, tu vois, quand tu analyses une équipe dirigeante, tu es aussi un peu dans la sensation. C'est un peu ça. Quand tu analyses les signaux faibles de est-ce que cette équipe dirigeante est capable de mener à bien ce projet, c'est de la sensation. Tu n'as pas une montre ou un indicateur mathématique qui dit ce mec-là ou cette nana est programmé pour y arriver. Je suis d'accord, mais ça, c'est un pan de l'analyse. Il y a le pan, tu l'as dit, on regarde le track record de la société s'il y en a, et encore pas forcément parce que vous investissez souvent en seed, mais le track record des dirigeants, donc est-ce qu'ils ont déjà monté une boîte, est-ce qu'ils ont déjà été patrons, manager ou autre. J'imagine que vous regardez aussi le track record scolaire. Forcément, les plus grandes écoles, les plus grandes universités, ça peut être un meilleur marqueur. Ça peut être un meilleur marqueur. Ouais. Voilà, il y a quand même un moment où il y a certaines choses qui sont factuelles, alors que ce soit des datas, que ce soit des expériences, que ce soit des diplômes, ce genre de choses, non ? Oui, alors oui, tu as raison. Mais gros bémol, pour nous, en fait, lorsque tu investis au capital d'une start-up, tu dois ensuite la suivre pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'on est au capital pendant 4, 5, 6, certaines fois 10 ans. Et donc, tu as des interactions au quotidien ou quasi quotidiennement avec l'équipe de management. Donc, le motto numéro 1 chez Axeléo Capital, c'est si vous faites un deal, il faut que vous ayez confiance dans le management et il faut que vous ayez envie de travailler avec ce management. Si on est sur un produit incroyable, si on est sur des dirigeants qui ont un track record, des diplômes
vraiment d'excellente qualité, mais vous sentez qu'il n'y a pas le feeling de vouloir travailler ensemble, ne faites pas. Et j'ai jamais en fait poussé un deal, ne serait-ce que parce qu'il était beau sur le papier en fait. Et c'est vraiment des questions de feeling et des questions de capacité à travailler ensemble dans la durée, parce que si tu sens que ça passe pas, qu'au final il y a beaucoup de friction en fait dès le départ, dès cette phase d'analyse avant d'investir, tu sais que ça n'ira pas mieux ensuite. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais peut-être pour revenir sur le parcours sportif, j'ai très vite basculé sur du trail avec un de mes bons potes qui faisait du trail sur Lyon avec moi. Et ben, au départ, tu sais, quand tu as l'habitude de faire un semi-marathon, tu fais ton premier trail de 20 km. Et en fait, il y a deux écueils, quoi. Le premier, c'est que tu as des chaussures de running, puisqu'en fait, j'avais pas envie de mettre 150 balles dans une paire de pompes sur un sport que je connaissais pas. Je me suis dit, bon, allez, ça va le faire, tu vois. Et puis, comme c'était sec, je partais du principe que ça ressemblait à une route, tu vois. Et à la première bosse, je vois qu'il y a plein de gens qui se mettent à marcher. Tu vois. Je me dis, bah attends, il est facile ce sport, je vais doubler un max de personnes et tu vas voir, ça va bien se passer. La première côte, j'arrive quand même assez essoufflé, mais je me dis que ça va le faire. La deuxième côte, je me suis mis à marcher. Je me suis dit que les autres avaient raison. Et la troisième côte, j'ai rampé, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La troisième, tu rampes, quoi. Bah, y a un truc, c'est vrai qu'on te le dit pas forcément quand tu rentres dans le trail, c'est ce fameux ratio dénivelé-distance. Alors, c'est pas compliqué. En gros, en trail, 100 mètres de D+, égale 1 km. Donc, tu fais 1000 mètres de D+, sur une course, bah, tu rajoutes 10 bornes. Donc, un semi-marathon avec 2000 mètres, bah, tu fais un marathon, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et puis moi, j'étais parti du principe que bon, bah, au final, c'était 18, j'avais déjà fait 21, tu vois, c'était trop basique en fait comme analyse. Donc j'ai morflé vraiment, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc je me suis acheté une paire de pompes, j'ai compris le type d'effort en fait auquel il fallait se préparer. Et puis je me suis inscrit dans un club à Lyon en fait, qui est le SMON, le Saône Mont d'Or Nature. Dans la banlieue des Monts d'Or à Lyon, qui est un club incroyable en fait, où je me suis fait tout un tas de potes vraiment cool avec qui on a partagé pas mal de courses. Et c'est là où j'ai vraiment évolué, où j'ai pu passer de 20, 30, 50, 60 à plus de 80 km et à découvrir l'ultra depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai fait quelques courses comme les 90 km du Mont Blanc, l'Ultra Trail du Vercors, la Montagnarde, qui est l'Ultra Trail de Saint-Gervais, qui fait 115 km et 8000 de D+, qui est un peu le gros morceau que j'ai pu faire il y a 18 mois, qui est en fait un trail où je pense que, mis à part les 400 mètres, les 400 derniers mètres de la ligne d'arrivée, tu n'as pas beaucoup de plat, quoi. C'est où tu montes, où tu descends. C'est vrai que 8000 sur 115 km, c'est assez énervé. C'est un bon ratio, on n'est pas loin des 10% quand même. C'est un très bon ratio, mais cette course est top. L'organisation est vraiment incroyable. Et puis, voilà, tu as des points de vue. Le coucher de soleil après la montée du Prarion sur le Mont Blanc est incroyable. Le col du Tricot en plein soleil, que des moments magiques, tu vois. Et ça, c'est l'esprit trail, quoi. C'est quelque chose que tu retrouves pas sur la route. Alors effectivement, quand tu fais un marathon, allez, cette année, il y a les JO, il va y avoir le marathon pour tous, ça va être marrant, on va prendre plus ou moins la même route que les Olympiens et les Olympiennes. Ok, mais c'est pas des choses sur la route que tu retrouves quand tu es en montagne, quand tu es dans la nature, quand tu partages ça avec des gens. Et là, on retrouve un petit peu la valeur dont tu nous parlais tout à l'heure. T'aimes pas décevoir, t'aimes pas faire mal, t'aimes pas être désagréable. L'esprit trail, c'est ça, c'est tous ensemble. Et puis, si on en chie, passez-moi l'expression, on en chie tous ensemble et on marche tous ensemble dans la première bosse. Exactement. Et l'esprit trail, c'est en effet ça. Dire que c'est partager un moment avec des copains, avec la nature. Mais pour moi, la différence entre la course sur route et le trail, la course sur route, c'est pour moi, tu cours contre le chrono. Et le trail, c'est une course contre toi-même. En fait, t'as beau être bien entraîné, t'as tout un tas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le trail, ton alimentation, les conditions climatiques, la gestion du sommeil,
qui fait que si tu gères pas ton effort correctement, bah, tu te plantes, quoi, tu exploses et tu es peut-être mieux entraîné que des personnes qui vont finir ou qui vont finir devant toi, et toi, tu exploses. Tu vois, le fameux Jim Walmsley qui a tenté l'UTMB depuis un grand nombre d'années. Alors, il a enfin gagné en 2023, mais pendant des années, il était en tête pendant la première partie de course. Arrivé la nuit, il faisait n'importe quoi. Il s'habillait à moitié, il prenait froid, il mangeait n'importe comment, et il avait du mal à finir où il abandonnait. Et en 2023, quand tu regardes sa course et ses interviews, le mec a compris, en fait. Il a compris comment il fallait gérer une course, il a compris comment il fallait gérer ce combat contre soi-même pour arriver au bout. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que quand tu prépares une course, il faut certes que tu entraînes ton corps, mais il faut que tu entraînes ton corps sur plusieurs dimensions, tu vois, sur le sommeil, sur l'alimentation, et il faut que tu visualises ta course bien plus que sur un marathon où c'est plat, et au final, tu vas visualiser les kilomètres et ton effort au fur et à mesure de tes kilomètres, mais il y aura moins de paramètres à prendre en compte. Ouais. Pour revenir sur Jim, ce qu'il a compris aussi, c'est peut-être en pratiquant, tout simplement, parce que c'est un Américain et il s'est installé en France, dans la vallée de Chamonix, il y a quelques années. Et je pense que ça fait partie des paramètres dont tu parlais, l'environnement, la météo, la façon de s'entraîner. L'UTMB, ça a beau être en France, et je dis ça avec le plus grand amour possible pour cette course et pour toutes les courses françaises, l'UTMB reste le championnat du monde du trail, quoi. L'une des plus belles courses du monde de trail et l'une des plus difficiles. Il y a la Western aux États-Unis, il y a la Leadville, il y en a plein, mais ça n'a rien à voir avec l'UTMB. Bon, bref, on faisait une aparté, mais voilà, on va faire beaucoup d'apartés aujourd'hui, en fait. Non, mais c'est bien, c'est vivant. Exactement. Donc, patron, investisseur, sportif, tu l'as dit, tu fais de l'ultra maintenant depuis 3 ans. L'ultra, sur quelle distance tu vas jusqu'au 170, 180, les distances de l'UTMB et même au-delà? Non, je fais l'Ultra Trail du Saint-Jacques qui fait 125 cette année, qui est mon objectif de l'année, qui est une course qualificative UTMB pour ensuite enchaîner à l'UTMB l'année prochaine ou l'année suivante. Voilà, je voulais d'abord franchir les étapes sans trop de dégâts, tu vois. Je voulais arriver à faire des plus de 100 et pas être trop dans le mal, tu vois, parce qu'on a un job quand même, hein, le lundi matin, j'ai envie de te dire, comme 99% des gens qui font des trails, t'as beau te buter en fait le week-end, le lundi matin, il faut que tu sois opérationnel à 8h et que tu fasses ce pourquoi tu es payé, quoi. Ça, c'est un élément important. C'était justement là que je voulais t'amener. C'est pour aller même sur du 115 et après au-delà, parce que l'UTMB, on n'est pas loin de 170, donc jusqu'à 170, 180, ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, tu l'as dit, pas que sur l'aspect physiologique et physique, mais aussi mental, et aussi tous les autres paramètres à prendre en charge, l'alimentation, le sommeil, etc. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entraînes? Comment tu trouves le temps de t'entraîner? Et ça va nous amener aussi sur l'équilibre que tu arrives à nouer entre ta vie perso, ta vie pro, ta vie familiale, ta vie sportive et tout cet écosystème. Non, mais tu as complètement raison. Tout ceci, c'est une problématique logistique, en fait. C'est-à-dire que le dimanche, tu dois caler tes 4 entraînements par semaine en fonction de ton job, en fonction de ta famille, de tes enfants, de leurs activités. Moi, je suis la moitié du temps, en tout cas 2 gros jours par semaine sur Paris. Donc, il y a aussi un petit peu de transport à gérer au milieu de tout ça. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un emploi du temps le plus organisé possible. Et donc, j'essaie de tout mettre dans mon agenda, de tout écrire, les entraînements, les déplacements, etc. Et d'être le plus efficace possible sur tous ces aspects, en fait. À la fois, bien évidemment, pour le travail, mais pour réussir à caler les entraînements. Et donc, certaines semaines, tu te dis, bah là, il va falloir que je me lève un peu plus tôt pour partir courir à la nuit, parce que sinon, celle-ci, elle rentrera pas dans la semaine, quoi. Ou alors, la pause de midi, il va falloir manger un truc vite fait et puis vite foncer pour pouvoir enchaîner. Ça, c'est un élément clé, la logistique, mais ça se gère, honnêtement, ça se gère. Et pour moi, il faut
Pour moi, je vois le sport et le trail comme étant un équilibre. Il ne faut pas que ça tourne à l'obsession. Parce que je suis pas un athlète de haut niveau, donc j'ai pas besoin de ça pour vivre. Et deux, quand tu deviens complètement obsédé par le sport, ça impacte forcément d'autres éléments de ta vie. Ta vie familiale, ta vie sociale, ta vie professionnelle. Mais de la même manière, lorsque tu es obsédé par ton travail, ça impacte ta capacité à faire du sport et ta capacité à gérer tes enfants. Et de la même manière, quand tu es obsédé par ta famille, ça impacte aussi le temps que tu vas passer par ton travail. Donc tu vois, moi je vois ces trois piliers en fait, famille, sociale, sport et pro, comme étant quelque chose d'assez équilibré. Et il faut que quand tu passes plus de temps pour l'entraînement, que ça impacte du moins possible en fait ta famille et ton travail. C'est pour ça que certaines fois c'est sur des horaires un peu plus décalés pour limiter tout ça. Et l'autre point, je pense que c'est l'entourage. Et moi j'ai la chance d'avoir une femme qui me supporte, qui s'occupe vraiment des enfants. J'ai deux enfants qui ont 5 et 8 ans, donc ça demande aussi beaucoup de logistique. Tu peux pas partir en fait et laisser les enfants tout seuls, hein, c'est pas encore possible. Et donc à la fois elle m'accompagne dans certaines courses, et puis quand tu pars pendant 4 ou 5 heures en montagne, c'est elle qui garde les enfants, quoi. Donc il y a aussi ce côté, je trouve d'ailleurs qu'on en parle peut-être pas beaucoup sur l'entourage en fait des sportifs qui ont des enfants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui font des sacrifices pour que le sportif puisse se faire plaisir, quoi. Et surtout dans mon cas, comme encore une fois, c'est pas, je vis pas de ça, c'est vraiment un hobby, quoi. Donc, certes, c'est un équilibre, mais c'est d'abord un hobby. Donc, tout ça, c'est un élément assez clé, mais pour moi, clairement, le fait d'avoir cette composante trail dans ma vie, c'est ce qui permet aussi d'éviter de péter un câble, en fait, tout simplement, quoi. Parce que en fait, c'est un moment dans ma semaine où je coupe tout. Le téléphone, il est coupé. D'ailleurs, mis à part pour les sorties longues, mais sinon, je le prends pas. Je veux surtout pas qu'il y ait de notifications sur la montre, etc. Ça me rend fou, en fait. Ce que je veux, en fait, c'est... D'ailleurs, j'écoute pas de musique, pas de podcast, rien. C'est juste le silence. Non, la musique, c'est pas un problème. Mais alors, les podcasts, c'est pas possible. Les podcasts, je vais te montrer comment on met les podcasts sur la montre. Faut que tu écoutes au moins le podcast dans les vestiaires à chaque sortie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je pouvais pas m'en empêcher, c'était obligé, celui-là. Non, mais tu vois, en réalité, moi, c'est là où c'est un peu ma pause, c'est un peu ma détox, en fait, digitale, parce que le reste du temps, c'est où je suis à Paris, être métro, au milieu de meetings, ou alors en visio ou en train de traiter des mails, quoi. Donc c'est mon moment où je me coupe un petit peu de tout ça, et ça permet aussi surtout d'avoir cette soupape pour ensuite revenir à bloc et carburer au niveau du boulot pour essayer d'en faire un maximum également de l'autre côté, quoi. Alors, tu nous as dit que tu as commencé la course à pied il y a 6 ans. On n'est pas revenu un petit peu sur ton passé, savoir si tu avais déjà été sportif plus tôt ou pas, mais à la limite, ce n'est pas forcément le sujet. Mais donc, tu as commencé la course à pied il y a 6 ans. À quel moment tu t'es rendu compte que justement, le sport, et en particulier la course à pied, voire même plus particulièrement le trail, c'était à la fois une soupape, mais aussi un équilibre. Ça te permettait de trouver cet équilibre entre ces trois piliers de ta vie, on le rappelle, hein, tu l'as dit, famille et sociale, le boulot et le sport. Je pense que c'est quand j'ai commencé de bosser, j'ai pris, je crois, 5 kilos parce que j'avais arrêté de faire du sport. En fait, j'ai fait 15 ans de football quand j'étais jeune. Ah non, c'est un mot, tu peux pas le dire. Tu peux pas dire, c'est interdit de dire ce mot dans le podcast. Allez, encore, je fais encore des blagues. Tu vois, je me sens bien avec toi, Mathieu. Là, t'as l'air en pleine forme. C'est la fête aujourd'hui. Non, mais écoute, j'ai fait en effet du foot de 4 à 19 ans. Mon père était président d'un club de foot et du coup, en fait, j'ai pas eu le choix, mais ça m'allait bien. Et au final, après, lorsque j'ai commencé à faire des études, j'avais moins de temps. Donc, j'ai fait un petit peu de course à pied, mais c'était vraiment pour du maintien.
quand j'ai commencé à bosser, j'ai fait moins de courses à pied, je faisais plus grand-chose et j'ai pris 5 kilos en 6 mois. Et là, je me suis dit, ah, il y a un problème en fait. Parce que si tu continues comme ça va mal se passer et j'avais pas envie d'être trop gros à 40 ans, tu vois. Donc, je me suis dit qu'il fallait, je me suis dit qu'il fallait quand même rajouter une petite dose de sport au milieu de tout ça. Et en clair, c'est comme ça que après tu fais toujours un petit peu. Je trouve que la course à pied, au début, c'était un complément par rapport à d'autres sports type squash ou un petit peu de tennis. Et après, à un moment donné, ça devient. Je trouve que quand tu commences à dépasser 3 entraînements par semaine, ça devient un peu une drogue, quoi. Ça devient un petit peu tu chopes un peu le virus, tu commences à. Et puis c'est arrivé au moment où tu commençais à avoir la data quand même dans l'analyse du sport. Et je trouve que la data t'apporte en fait une vision encore plus sympa dans l'analyse de tes sorties, dans l'évolution de ta performance. Et c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'aller un petit peu plus vite, un petit peu au-delà. Mais ça restait de faire des 10 km ou des semi-marathons. Et après, par contre, j'ai basculé sur un autre terrain de jeu où j'avais besoin de sortir de la ville, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une étape où j'avais besoin de voir autre chose, d'avoir une sorte de communion avec la nature, parce qu'on a habité Lyon pendant des années et à force de courir dans la ville, j'en avais juste marre. Bon, on l'a pas dit, mais entre-temps, tu as déménagé, donc tu es un peu plus au milieu de la nature. Je peux comprendre aussi que du coup, tout ça, ça t'amène justement à pratiquer plus le trail. Mais je reviens un peu sur ma question. Vraiment, à quel moment tu te rends compte que grâce au sport, tu trouves ton équilibre et en particulier grâce à la course à pied. Est-ce que c'est, je sais pas, après ta première course, après ta première longue course, après ton premier trail, tu te dis... Enfin, tu sais, des moments, en tout cas moi, je parle de mon expérience personnelle, hein, mais des moments, tu sens que tu as un petit déclic qui te dit, mais en fait, là, je suis bien. Et puis après, tu arrêtes parce que tu as fini ta course, tu prends quelques temps de repos ou tu as d'autres obligations familiales et professionnelles. Et là, tu commences à sentir le manque. Alors, c'est pas que lié aux hormones ou autre, je pense que c'est vraiment aussi lié au manque de dépassement, d'équilibre, de méditation. Tu le disais, hein, pour toi, c'est aussi ton moment où tu coupes tout, en fait. Et à quel moment ça s'est passé, ça, chez toi ? Non, tu as raison, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une course qui m'a changé, c'est la course un peu phare, celle que j'avais préparée au départ. C'était le Chartreuse Trail Festival, qui est organisé par Red Light tous les ans, et qui fait 40 km et 2000 de D+, en Chartreuse. Et c'était la première vraie course que je préparais, dans le sens où c'était un peu mon premier objectif de l'année. Et donc, j'avais fait un mini plan d'entraînement pour ça. Et donc, à la fois, ça m'a obligé à commencer à organiser mes semaines en disant, si je veux y arriver, je dois organiser mes semaines. Donc, ça a créé la contrainte, tu vois. Le point de départ, en fait, c'est la contrainte. Et lorsque tu arrives au dernier kilomètre, je trouve que dans ce sport, l'adrénaline du dernier kilomètre est complètement incroyable. Ça vient éliminer à la fois toutes les heures que tu as eu à galérer en fait dans la boue, sous la pluie, etc., avoir mal de partout, machin. Et ça vient éliminer également tout le travail de sortie, de préparation, les sorties que tu fais à la frontale, dans le froid, dans la neige, pour préparer ce truc-là, où ce dernier kilomètre et ces jours ou ces semaines suivant cet objectif qui avait été accompli, je me suis dit, ouais, en effet, c'est un équilibre qui t'apporte autre chose. Enfin, c'est un sport qui t'apporte autre chose que le simple hobby, je me balade, je vais faire un tour le dimanche, quoi. Je dirais, c'était en effet un équilibre et j'avais créé un autre pilier qui était le sport, quoi, tu vois. Il devenait aussi important, j'ai envie de dire, que les deux autres piliers, tu vois. Parce que tu avais ce sentiment, en fait, du devoir accompli, tu avais ce côté gratifiant, en disant, ouais, je l'ai fait, quoi, j'ai réussi. Et ça te... je trouve qu'encore une fois, cette adrénaline du dernier kilomètre, c'est un peu
ce biais cognitif humain. C'est-à-dire que tu as un biais cognitif où le cerveau garde davantage les bons moments que les mauvais moments. Et donc, tu te retrouves certaines fois à refaire une course que tu avais complètement détestée, mais parce qu'en fait, tu te rappelles du dernier kilomètre qui était vraiment incroyable, où tout le monde t'applaudissait, où tu avais la satisfaction du devoir accompli, mais ton cerveau a oublié tous les moments de galère en fait, que tu avais eu pendant cette course. Et moi, tu vois, j'ai fait la Saint-Élion en 2019. C'était 10 heures de course à pied dans le froid, la boue, la pluie, il y avait de l'eau de partout. Je suis arrivé, mais j'étais marron. C'était l'enfer. Et en fait, cette année, je l'ai coché, je vais la faire, quoi. Alors que tu m'aurais interviewé, mais 30 secondes après, je dis, mais c'est terminé, plus jamais je ferai cette course, parce que j'avais tellement galéré. Et au final, ouais, tu reviens, quoi. Tu reviens. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les 30 secondes après. Peut-être les 30 secondes avant, et c'est là où je voulais mitiger ton propos. Moi, je ne suis pas tellement d'accord sur le dernier kilomètre. Je suis plutôt d'accord sur les 10 derniers mètres. Tu sais, quand tu commences à arriver sur le tapis et que ta puce, elle commence à faire tit, 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 tit avec celle de tous les copains. En fait, les 9 derniers mètres, tu commences à ressentir l'adrénaline, le sentiment du devoir accompli, même si tu n'es pas du tout dans les temps que tu t'étais fixé. Mais tu te dis encore, mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. Puis tu passes un premier pied au-delà de la ligne, et entre le premier et le deuxième, ça tu fais, mais en fait, je la refais l'année prochaine, ou alors je sais déjà laquelle ce sera la prochaine. Donc, tu vois, 30 secondes après, peut-être pas que tu m'aurais dit plus jamais. 30 secondes avant de passer la ligne, peut-être tu m'aurais dit je la ferai plus jamais. Je sais pas ce que tu penses de cette vision, Mathieu. Moi, c'est un peu avant, parce que tu vois, typiquement sur la montagnarde, il y a 29 heures de course. Enfin, je fais 29 heures de course. Les 2 derniers kilomètres, je suis quasiment en pleurs, quoi. Tu vois, je suis quasiment en pleurs parce que je dis, putain, c'est bon, en fait, je vais y arriver, quoi. Je l'ai fait. Et c'est tellement de sacrifices, en fait, pendant des mois. Alors, c'est à mon petit niveau, tu vois. Si les gens ils vont voir ma cote ITRA, ils vont rigoler, quoi. Je suis un mec de milieu de classement. Mais c'était un défi avec toi-même. C'était des sacrifices perso. Et t'entends le speaker parler, tu dis c'est bon, je l'ai fait en fait. Et à la limite, peu importe le temps, mais tu l'as fait et ouais, t'as tout qui ressort. Et ça, c'est pour ça qu'on fait qu'on fait ce sport-là, quoi. C'est pour cette adrénaline, pour ce moment en fait de la ligne d'arrivée que je trouve assez incroyable. Et tu vois, je regardais l'autre fois l'arrivée de Xavier Thévenard, je crois que c'était en 2018 sur l'UTMB. Quand il arrive, c'est la 3e fois qu'il gagne l'UTMB, donc je crois qu'il égale le record de Daen à ce moment-là. Même lui a les larmes aux yeux, en fait, sur l'arrivée. J'étais devant ma télé, mais j'étais comme lui, comme moi aussi, je chialais comme un gosse, parce que tu ressens un peu ce moment-là avec lui, alors que c'est la 3e fois qu'il le gagne. Tu vois, c'est pas un truc nouveau pour lui, mais tu as toujours cet aspect-là qui est incroyable. C'est un vrai aspect de sport, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui reste gravé. Et c'est le moteur de relancer ensuite un programme d'entraînement pour une prochaine course, en fait. Parce que tu te dis, je veux revivre ce moment-là. Alors, on s'était dit qu'on ferait des parallèles entre le sport et la vie pro. On a beaucoup parlé de la vie pro au début. On vient de parler un peu de toi et du sport. Quel parallèle tu ferais, justement, notamment eu égard à ce que tu viens de nous expliquer sur les courses longues, dures, qui demandent de la préparation, de l'entraînement, des sacrifices, que ce soit pour toi, mais aussi pour ta conjointe, pour les plus 1, dont tu disais on les oublie souvent. Et oui, c'est vrai, on les oublie souvent. Alors, quand que ce soit des femmes, des hommes, et même les plus X, parce que souvent les enfants font aussi des sacrifices. Moi, je me souviens de mon gamin qui, dimanche, j'ai fait une sortie de 2h30, dit « Papa, pourquoi t'es couru aussi longtemps ? Pourquoi t'es pas venu avant ?» Donc voilà, ils font tous à leur niveau des sacrifices. Quel parallèle tu trouverais avec l'entrepreneuriat et en particulier ton métier à toi ? Tu dis, ta dernière phrase, tu dis c'est ce qui te fait revenir, reprendre un plan d'entraînement. Est-ce que ne pas faire la culbute sur un dossier, sur un investissement, c'est aussi ça qui te donne envie parfois d'y retourner sur un autre, à peu près similaire mais avec des sensations différentes ? Ouais, c'est ça. Je vais prendre peut-être le prisme de l'entrepreneuriat d'une manière un peu différente. On dit dans le trail que quand tout va bien, il faut que tu profites parce que ça va pas durer. Et dans la création de start-up, c'est exactement pareil. C'est pas linéaire. Quand tu crées une boîte, tu sais que tu vas avoir des galères.
il va falloir que tu gères l'humain, il faut que tu gères des produits qui sortent pas à l'heure, des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs que prévu, des problèmes entre associés, etc. C'est exactement comme pour un ultra. En des montées, des descentes, t'as mal au ventre, t'as mal aux cuisses, t'arrives pas à t'alimenter, t'as froid, tu t'endors. C'est exactement pareil en fait. T'as ces moments au sein même de l'aventure, en fait, t'as tout un tas de petits moments, des hauts et des bas au sein même de l'aventure. Ça, je trouve que c'est le parallèle le plus simple et le plus imagé en fait qu'on peut faire entre l'entrepreneuriat et le trail. Et l'autre, c'est la capacité de résistance, quoi. C'est l'endurance, c'est la résilience, c'est cette capacité à se débrouiller tout seul et à faire différemment des autres. Quand tu crées une boîte, très souvent, tu es tout seul ou tu es deux ou trois, mais en tout cas, tu te bats contre des grands groupes qui ont des équipes assez larges, qui ont des capacités d'innovation que tu n'as pas. Et donc, il faut que tu trouves des moyens pour te développer aussi vite que les autres, voire plus vite que les autres, et trouver des hacks, quoi, trouver des moyens en fait, de contourner les chemins balisés, quoi, même si on n'a pas le droit de faire ça en trail. Mais en réalité, il y a une image aussi que j'aime bien, je crois que c'était à l'UTMB d'ailleurs aussi. Tu avais deux concurrents qui étaient premier et deuxième, et au dernier ravito, il y en a un qui zappe le ravito. Et ça surprend l'autre. Et en effet, tu vois, celui qui zappe le ravito, qui économise 3, 4, 5 minutes de ravito pour les retrouver à la fin en se mettant en risque sur son alimentation, sur lui-même, ça, c'est un truc d'entrepreneur. C'est un vrai hack d'entrepreneur en live, en fait. Parce que ça bloque tes concurrents, tu as trouvé un truc un peu différent. Et c'est exactement ça, en fait. C'est dans quelle mesure il faut que tu arrives à avoir cette résilience, cette résistance, parce que ça sera difficile. Il faut que tu sois préparé. Et il faut aussi que tu aies... et moi, je pousse aussi mes dirigeants à savoir où est-ce qu'est la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu cours un marathon, tu arrives à courir un marathon parce que tu sais que ça fait 42 km. Quand tu montes une boîte, il faut toujours que tu aies en tête à quel moment ça va s'arrêter ou à quel moment j'ai envie que ça s'arrête. La plupart des dirigeants qui créent des startups, ils vont rarement créer des boîtes pour ensuite les transmettre à leurs enfants. Très souvent des sociétés qui vont vouloir adosser à un moment ou à un autre groupe un peu plus gros qui viendra les racheter, ou alors à s'introduire en bourse, mais bon, ça reste quand même assez hypothétique. Mais je pousse mes dirigeants à dire, OK les gars, c'est quoi le timing que vous vous êtes donné ? Ça peut être 15 ans, ça peut être 5 ans, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais ça permet en fait d'avoir l'énergie, le carburant pendant toute cette durée, exactement comme une distance de trail ou comme un 10 km où tu gères ton énergie d'une manière complètement différente, quoi. Ça, pour moi, c'est un élément important aussi pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent se projeter. Disons, en fait, à X années, j'ai envie de faire autre chose, j'aurais envie de faire autre chose. Après, ça peut évoluer avec le temps, hein. En fonction de ton énergie, tu peux décider de faire plus de kilomètres, tu vois. Mais si tu t'arrêtes avant, tu peux avoir des problèmes. Oui. Bah, des fois, il y en a qui s'arrêtent avant. Il y en a, au bout de 6 mois, ils sont déjà rachetés par Google ou autre. Et là, c'est bingo pour l'entrepreneur, pour les entrepreneurs. C'est bingo pour les investisseurs. Et puis, voilà. Ah, exact. C'est vrai. Ça, c'est une possibilité là aussi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... l'essence même de ce podcast, c'est de savoir comment est-ce que les sportives et les sportifs financent leur carrière. On fait aussi appel à des experts et puis aussi à des entrepreneurs qu'on qualifierait aussi d'experts dans leur domaine, comme Jean, comme toi et comme d'autres. Mais en gros, la question c'est comment est-ce qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Ça me rappelle un petit peu une question que je pourrais te poser. Quel est le business model d'un fonds ? Parce que finalement, un fonds, vous récupérez de l'argent de gens qui en ont, des gens fortunés, des institutions. Vous l'investissez dans des startups. À quel moment vous prenez de l'argent ? Et est-ce que cette construction de business model, cette carrière pour un fonds, un gestionnaire de fonds, est aussi compliquée à monter que celle d'un sportif ? On a deux moyens de gagner de l'argent. Le premier, c'est ce qui constitue la base de notre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les commissions de gestion. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille des fonds que tu as sous gestion, les fonds que tu arrives à lever, tu prends un pourcentage pour gérer ces fonds, pour payer cette équipe. C'est-à-dire que lorsque je lève un fonds de 100 millions,
je vais prendre X% pour pouvoir payer l'équipe, équipe qui va trouver les dossiers, gérer les suivis, gérer les sorties, etc. Donc, c'est prévu avec nos investisseurs dès le départ que l'on puisse prendre une partie en fait de leur montant souscrit pour pouvoir payer l'équipe. Et donc ça, c'est notre chiffre d'affaires. Et ensuite, on a une commission de performance, c'est-à-dire que si on fait bien notre travail et en fonction de la performance du fonds, on aura droit à une quote-part supplémentaire pour l'équipe, une sorte de partage de la plus-value qui permet d'aligner l'intérêt des investisseurs et de l'équipe d'investissement. Et ça, ce sera au moment où vous sortirez du fonds, donc au moment où vous revendrez vos parts, vos participations dans les sociétés. Absolument, et c'est même au moment où on liquide complètement le fonds, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on crée un fonds d'investissement, on va investir dans une trentaine de sociétés, donc il y a 30 sociétés qui seront financées par un seul et même fonds, et lorsque l'ensemble des sociétés ont été cédées, l'argent remonte dans une sorte de pot commun, et en fonction de la performance, il y a une petite partie, plus ou moins grosse partie, qui revient à l'équipe d'investissement si elle a bien travaillé. Donc là, on est un petit peu sur la prime de course pour les sportives et les sportifs de haut niveau. Quand ils gagnent une course à prize money, ils récupèrent une prime en plus. Le reste, vous prenez des commissions sur les investissements, mais ça, c'est déjà entendu au moment de la souscription, au moment où les gens qui investissent vous donnent de l'argent pour vous l'investir dans les sociétés, un peu comme des sportives et des sportifs vont aller chercher des partenaires, des sponsors, et parfois, ceux qui sont entre les deux, ceux qui permettent de lever des fonds pour des sportifs prennent aussi leur commission. Absolument, c'est exactement ça. Il n'existe pas des fonds d'investissement dans les sportifs? Ça existe, ça, à l'étranger, il me semble. Ouais, ça existe à l'étranger, mais j'avoue, j'en ai pas vu en France, et je suis pas certain que la réglementation soit aussi claire que ça pour l'investissement sur les droits des sportifs. Je sais qu'à une époque, en fait, il y avait eu pas mal de discussions. Je crois qu'il y avait eu un joueur de foot, je ne sais pas si c'était pas Mangala, en fait, qui appartenait en partie à un fonds d'investissement. Au moment d'un transfert, le fonds d'investissement a gagné un petit peu d'argent, mais ça créait quand même des limites éthiques assez réelles. Donc voilà. À l'heure actuelle, non, j'ai pas vu d'initiative de ce type-là. Bon, dans le Web3, je crois que ça existe déjà. On peut tokeniser en fait des sportives et des sportifs, et puis donc prendre part d'une certaine manière à l'investissement et donc au financement des carrières. Écoute Mathieu, on a fait un bon tour. Il y a tellement de choses que j'aimerais encore te demander, mais on n'arrive pas loin d'1 heure d'interview, donc on va peut-être commencer à se diriger tout doucement vers la fin, vers la ligne d'arrivée, tu sais, vers ce dernier kilomètre où tu diras allez, encore. Le moment de l'adrénaline. C'est ça, le moment de l'adrénaline. Justement, le moment de l'adrénaline. Si je ne m'abuse, tu as créé Axeléo Capital il y a 6 ans, un peu au moment où tu as commencé à courir, à quelques mois près, sacrée coïncidence. Et justement, ma dernière question, si on pouvait vivre dans un monde un peu spécial, un peu fantastique, et que tu pouvais te projeter à côté du Mathieu Vialard de 31 ans et demi quand il va créer Axeléo Capital, que lui sache exactement que c'est lui, mais 6 ans plus tard, qu'il a à côté de lui, donc il sait ce que tu vas faire au niveau professionnel, au niveau sportif. Qu'est-ce que tu crois que lui te dirait en voyant tout ce que tu as accompli? Et lui, il me dirait au final, t'as pas trop grossi. Il me dirait, t'as vraiment couru 29 heures, ça fait un jour et une nuit, mais pourquoi t'as fait ça? Il pourrait dire ça, en fait. Il pourrait dire, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que à cette époque-là, j'avais pas encore le virus, en fait. J'avais pas le truc, donc tu comprends pas certaines fois quand les gens font des courses à ce niveau. Et comme moi, je comprends pas que des personnes puissent faire des 300 ou des 400 km. Hein, tu vois, à un moment donné, je dis, et peut-être que j'y arriverai un jour, mais là, il faudrait vraiment avoir une autre gestion de l'emploi du temps. Ouais, ce serait plus des questions de ce type-là, mais avec beaucoup d'admiration dans les yeux quand même. Et justement, quand il te dirait, tu as vraiment fait 29 heures sur la montagnarde, qu'est-ce que toi, tu lui répondrais? Je dirais oui, c'est vrai. Bon, il y aura peut-être une leçon derrière quand même que tu voudrais lui transmettre. Je lui dirais, prends pas,
je dirais, change de chaussettes à mi-parcours parce que les chaussettes que tu as prises pour la dernière partie du parcours, elles t'ont filé des ampoules, c'était l'enfer. Tes pieds, c'était n'importe quoi à la fin. Je dirais ça, tu vois, un petit tips, quoi. Mais non, je lui dirais surtout, d'une manière générale, change rien. Fais confiance à ton instinct parce que derrière tout ça, il y a un peu d'instinct, il y a un peu de bol. Moi, j'ai trouvé des personnes autour de moi incroyables au niveau boulot, des dirigeants de boîte, mon associé sur Accéléo Capital, nos investisseurs qui sont vraiment des gens incroyables, des partenaires de course, ma femme. Et tout ça, c'est de l'instinct et c'est un peu de chance, donc change rien. Écoute, d'ailleurs, pour le tips des chaussettes, moi j'ai un truc que j'ai découvert quand j'ai préparé mon défi et que je l'ai réalisé cet été, c'est les chaussettes 5 doigts. Tu sais, c'est les chaussettes comme des gants en fait, mais pour les pieds. Ouais. Et ça, pour le trail, mais c'est vraiment une tuerie. Alors déjà, sur la route, c'est pas mal, mais alors pour le trail, c'est génial parce qu'en fait, les doigts ne frottent pas entre eux. Donc même quand tu traverses des rivières, tu as les doigts trempés, etc., enfin tu as les doigts de pied trempés, et ben c'est génial parce que ça ne te génère pas de cloque. Mais il me faut ça absolument. Mais tu vois, je me demandais comment faire des podiums, je crois que j'ai trouvé. Quoi. Tu viens de me donner une idée. On cherchait depuis quelques temps quels goodies on pourrait faire pour les auditeurs, les auditrices et les invités du podcast. Je crois que je vais faire des chaussettes 5 doigts siglées dans les vestiaires. Et j'enverrai ça aux invités. C'est pas mal ça, non ? Mais tellement, mais carrément, bien sûr. Bon, écoute, pour les nageurs, ce sera peut-être difficile, mais c'est pas grave, quoique c'est pas parce qu'ils ont les pieds palmés qu'ils peuvent pas mettre des chaussures 5 doigts. Tu feras des palmes. Ouais. Exactement. Bon, écoute, Mathieu, c'était vraiment très sympa. Pour terminer, et après, promis, je te laisse tranquille, où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on te suit ? Où est-ce qu'on rentre en contact avec toi ? Où est-ce qu'on trouve le deal flow si on est un entrepreneur, une entrepreneuse et qu'on souhaite candidater à une promotion d'Accéléo Capital ? Écoute, LinkedIn est un bon moyen. J'essaye du mieux possible de répondre aux messages LinkedIn. Et sur le site web de la société, il doit y avoir mon lien Strava en bio si jamais on a envie de me suivre également, tu vois. Donc, puisque mon équipe a trouvé que c'était pas mal en fait pour me présenter, je trouve ça rigolo aussi. Donc voilà, vous pourrez me trouver. Sur ces chemins. Ouais. Bon, je te mets au défi du coup à côté du lien Strava de mettre le lien du podcast quand il sortira, comme ça les gens pourront en plus te découvrir d'un point de vue beaucoup plus personnel. Ça sera fait avec grand plaisir. Merci beaucoup Mathieu, je te souhaite une bonne continuation, bonne préparation pour tes objectifs cette année, notamment la Saint-Élion en fin d'année. Et puis écoute, on se croisera. Et l'Ultra du Saint-Jacques. Et l'Ultra du Saint-Jacques. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre sur les chemins. Avec grand plaisir. Un grand merci Armano. À bientôt, ciao. Oh, très bien. Salut. Alors on est d'accord, chaque athlète a une histoire unique, comme tous les athlètes que vous avez pu entendre sur ce podcast jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des athlètes, il y a aussi celles et ceux qui font le sport, il y a aussi des entrepreneurs, des experts business qui viennent nous parler de leur vision, de comment est-ce qu'on peut construire une carrière de sportif de haut niveau ou accompagner. Et justement, on a écrit le livre dans les vestiaires qui s'appelle Secret de champion. Avec Amazon, vous pouvez le faire imprimer et le recevoir directement chez vous. Sur le site, ce sera de la version électronique. Tout ça pour dire que le média dans les vestiaires œuvre pour soutenir les sportives et les sportifs de haut niveau, pour les aider à construire leur carrière et pour atteindre le plus haut niveau. Qui sait, peut-être on retrouvera une bannière dans les vestiaires sur les podiums des Jeux Olympiques. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nos invités sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, chaque euro compte. On a besoin de vous. 100% des dons sont directement reversés aux sportives et sportifs de haut niveau invités sur le podcast Dans les vestiaires. Notre objectif, c'est de mettre en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le plus simple, c'est encore de partager leurs histoires et de les aider à briller sur la scène internationale. Et ainsi, tout le monde fera un petit peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et surtout ça les aide. Allez, sportez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!